Il s'en passe des choses dans le monde du hockey et il s'en passe aussi en France. On va commencer tout de suite avec les actus de l'équipe de France, donc équipe masculine. Pour l'instant, même si ça va changer avec le mois de mai qui arrive, pour l'instant il n'y a pas forcément énormément de compétition d'équipe de France. Pourtant, on a eu l'annonce comme quoi Sacha Trey met fin à sa carrière internationale. Ça faisait près de 20 ans qu'il faisait partie de l'équipe de France de hockey. Et je crois qu'il a à peu près 38 ans. Donc au final, ça doit être une retraite très bien méritée. Et j'espère que ça va au moins pouvoir lui permettre de se recentrer sur la Ligue Magnus, parce qu'il est capitaine pour l'instant de l'équipe de Grenoble, donc les Brûleurs de Loups. Et même si c'est une nouvelle qui est triste à voir parce que c'est un pilier, comme je l'ai dit, de l'équipe de France, c'est une histoire qui se finit assez bien. Parce que du coup, quand on y pense, son dernier match en équipe de France, ça a été pendant les JO de Milano Cortina. Et pendant ces JO, il a notamment marqué contre le Canada. Et même si c'est pas quelque chose qui a forcément changé le jeu en lui-même de France-Canada, c'est joli à voir, c'est joli à noter. Et je pense que ça se finit sur une bonne note quand même, sa carrière internationale. A noter que le prochain match France-Canada aura lieu le 10 mai 2026 à l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est un match amical, mais je pense que c'est un match qui méritera quand même de se voir. D'ailleurs, je crois qu'il reste quelques places et les tarifs sont assez accessibles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et sinon, pour l'équipe féminine, il s'en est passé des choses aussi ces dernières semaines. Rien que ça, mais elles ont été sacrées championnes du monde de leur compétition D1A à Budapest, du coup en Hongrie, notamment parce qu'elles ont gagné leur dernier match contre la Slovaquie. Et c'est assez beau à voir parce que elles avaient quitté du coup le championnat élite en 2023, mais du coup là elles le retrouvent. Maintenant reste à voir si elles vont y rester longtemps, sachant que on a appris aussi après cette victoire que la capitaine Laure Baudry quitte l'équipe de France et termine aussi sa carrière internationale. Elle a 34 ans, donc je crois qu'elle est un peu plus jeune que Sacha Trey, mais elle reste quand même un pilier de cette équipe de France féminine. Ça faisait notamment quasi 20 ans, pareil, je crois que ça fait 18 ans qu'elle avait une carrière internationale, du coup, dans cette équipe de France. Donc je pense que c'est aussi triste à voir parce que dans les deux cas, que ce soit équipe masculine ou équipe féminine, on a deux gros piliers, deux capitaines qui partent et qui quittent cette équipe. Donc va falloir avoir une restructuration complète quasiment de l'équipe et des dynamiques internes. Mais les deux se terminent dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions pour leur Baudry. Donc ça va falloir le suivre de très près parce que ça reste quand même une joueuse qui est très performante. Et du coup, pour les dates et les matchs à venir pour l'équipe de France, pour l'équipe de France féminine, du coup, dans les mois qui viennent, il n'y en a pas tout de suite. Parce qu'on va en parler juste après, mais le championnat du monde féminin va avoir lieu en novembre. Par contre, pour l'équipe masculine, il s'en passe des choses en mai. Et surtout aussi pour l'équipe de France, rien que ce week-end, le 25 et 26 avril à Angers, on voit la France affronter l'Italie, du coup dans 2 matchs. Et le 29 avril, après, à Sosnowiec, en Pologne, match de préparation contre la Pologne, justement. Et match de préparation en vue de quoi ? Eh ben, des mondiaux D1A qui vont avoir lieu à Sosnowiec, en Pologne. Donc les matchs à retenir pour l'équipe de France, c'est le 2 mai contre le Japon, le 3 mai contre la Pologne, le 5 mai contre l'Ukraine, le 7 mai contre la Lituanie et le 8 mai contre le Kazakhstan. Donc ça promet, on va espérer que cette équipe de France elle va être performante et j'espère évidemment qu'elle va gagner cette compétition D1A parce que du coup ça voudrait dire que l'année 2026 pour les équipes de France sont de très bonnes années et j'espère que tout comme l'équipe de France féminine, l'équipe de France masculine va pouvoir être promue en championnat élite. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et du coup, à retenir, sur le terrain international, c'est aussi qu'en ce moment se passe le championnat du monde masculin des moins de 18 ans en Slovaquie. Et c'est pas étonnant de dire que la Slovaquie
est en train de dominer pour l'instant les matchs qu'elle a fait et elle gagne. La Slovaquie gagne, elle gagne notamment chez elle et je pense qu'être à domicile, c'est un énorme avantage, surtout pour des moins de 18 ans. Ça joue énormément sur le moral, surtout qu'en plus avec Slavkovski chez les Canadiens de Montréal qui aussi performe, il y a une énorme ferveur autour de lui, de ce joueur, mais aussi autour du hockey sur glace en général. Déjà que de base, la Slovaquie est performante. Donc maintenant, à voir comment va évoluer ce championnat. Le Canada aussi, il marche très très bien dans les matchs qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, même s'il a été battu une fois par la Slovaquie. Je pense que ça reste à voir, ça reste à regarder. On verra la semaine prochaine s'il y a des résultats qui sont intéressants ou des matchs qui ont été très intéressants à voir et dont on va pouvoir parler. Sur le terrain international, il y a aussi, du coup, comme je vous l'ai dit, du 2 au 8 mai 2026, le championnat D1A à Sosnowiec en Pologne, donc championnat dans lequel joue la France. Et on espère qu'elle va gagner. Et après, du 15 au 31 mai 2026, on a le championnat du monde, mais élite, des équipes masculines à Zurich et à Fribourg, en Suisse. Je pense que ça va être une compétition qui va faire beaucoup parler d'elle parce que, évidemment, déjà, on est en Suisse, territoire conquis pour le hockey sur glace, mais aussi parce que c'est des énormes équipes qui vont s'affronter. Et qui vont s'affronter, si je dis pas de bêtises, dans une compétition internationale pour la première fois après les JO. Donc, va y avoir des petites revanches, va y avoir des beaux matchs, va y avoir des enjeux, ça c'est sûr. Et du coup, pour les équipes féminines sur le terrain international, la prochaine compétition internationale qui a lieu, ce sera le championnat du monde élite, du coup, qui va se dérouler au Danemark du 6 au 16 novembre 2026. Mais avant ça, il n'y aura pas forcément d'autres matchs à gros enjeux. On reste en France, mais on parle de la Ligue Magnus. Personne n'a pu éviter l'information. Les boxeurs de Bordeaux ont gagné contre les brûleurs de loups de Grenoble, à mon plus grand désespoir. C'est vrai que ça a été des gros matchs. Pas forcément toujours des beaux matchs, mais au moins avec du suspense. Et beaucoup de gens, beaucoup de ferveur, beaucoup de supporters sur place. Et ça, c'était joli à voir quand même. Par contre, ce qui a fait parler, c'était notamment l'avant-dernier match de cette finale. Les sanctions contre 2 joueurs de Grenoble. Valentin Grossetête qui a eu 5 matchs de suspension et Pierre Crinon qui en a eu 9 du coup de suspension. Est-ce que ça a joué sur le dernier match, le match que Grenoble a perdu et qui a permis à Bordeaux d'être sacré champion de France? Je pense que oui, c'est évidemment pas la seule raison. Grenoble n'était pas forcément de base dans une super posture en regardant du coup les matchs que l'équipe a pu faire. Mais c'est vrai que, du coup, ces 2 joueurs, ils avaient un poids déjà de base dans l'équipe. Et ils n'ont pas pu jouer leur dernier match. Par contre, Valentin Grossetête, on le verra jouer en équipe de France ce week-end, normalement à Angers, du coup, contre l'équipe d'Italie, parce qu'il a été appelé pour remplacer Anthony Reich, qui, lui, n'est pas disponible à cause d'une blessure. Donc, au moins, on va pouvoir voir Valentin Grossetête jouer ce week-end, normalement, si tout se passe bien. Ligue Magnus, on a parlé des gagnants, mais il y a évidemment aussi forcément une équipe perdante. Et cette année, c'est les Rapaces de Gap qui du coup vont être relégués en D1. Et franchement, elle s'est bien battue cette équipe. Il y avait d'autres équipes, dont Cergy Pontoise, Chamonix et Anglais au niveau du bas du tableau, qui n'étaient pas forcément ultra loin, mais ça s'est joué à pas grand chose pour les Rapaces de Gap. Et on espère quand même que, je pense, ils vont bien se retrouver en D1 et ils vont pouvoir performer à un très bon niveau, je pense. Qui veut dire gagner la Ligue Magnus veut aussi dire être qualifié d'office pour la compétition CHL. Et du coup, on va faire un petit point très rapide sur les équipes qui sont officiellement qualifiées. Parce qu'il y a eu beaucoup de finales et beaucoup de playoffs dernièrement, ce qui fait que la liste s'est actualisée extrêmement vite. Des 24 places pour cette compétition, il y en a 19 qui sont déjà remplies. Donc il ne reste plus beaucoup de places pour les dernières équipes. Après, les saisons régulières et les playoffs ne sont pas finis, donc je pense que ça va être assez rapide. On va connaître toutes les équipes assez rapidement.
Mais c'est vrai que je vais pas forcément tous les énoncer, notamment parce qu'il y a beaucoup de prénoms de noms d'équipes suédois, finlandais, néerlandais que je connais pas forcément. Mais si on parle du coup de la France, les boxeurs de Bordeaux sont qualifiés vu qu'ils ont gagné la Ligue Magnus. Pour l'Allemagne, on a les Aigles de Mannheim qui sont qualifiés et les Requins de Cologne aussi qui sont qualifiés. On va en parler tout à l'heure, mais la Suisse aussi a 2 équipes qui sont qualifiées, du coup, notamment les 2 équipes qui finissent là en finale de la Ligue nationale, donc Davos et Fribourg-Gotteron. Et c'est vrai que il y a d'autres équipes que je connais pas forcément, je m'y connais vraiment pas assez. Donc, il faudra que je jette un œil aux autres équipes avant de pouvoir en parler. Mais il y a des équipes de Norvège, de Pologne, de République tchèque. On espère que les boxeurs de Bordeaux vont pouvoir trouver leur place dans cette compétition, du coup l'année prochaine 2026-2027, parce que ça va pas être gagné. Il y a énormément d'équipes qui sont extrêmement performantes, et même si Bordeaux a gagné la Ligue Magnus, c'est pas gagné non plus pour la CHL, qui est vraiment un mix des équipes européennes les plus performantes. On espère les meilleurs, à voir maintenant dans quel état d'esprit Bordeaux va arriver. D'ici là, ils auront eu le temps, je pense, de se restructurer, de se reposer, de se recentrer sur l'essentiel. Et en tout cas, ça promet. Et va falloir suivre ces matchs de très près. Parce que c'est la seule équipe qui représente la France en CHL, du coup, l'année prochaine. Maintenant qu'on a parlé de la Ligue Magnus, on va pouvoir parler des divisions. Donc division 1, il y a notamment la finale qui se joue en ce moment, qui est extrêmement tendue entre Caen et Cholet. Ça égalise, ça revient à niveau à chaque fois. La série, elle n'est pas gagnée d'avance. Le 18 avril, Caen a gagné 4-2. Le 19 avril, c'est Cholet qui a gagné 3-2. Ensuite, le 22, c'était Caen qui a gagné 3-1. Et hier, le 23 avril, c'est Cholet qui a gagné 4-2. Donc cette série, pour l'instant, elle est à 2 contre 2. On a un match ce 26 avril qui va se jouer à Caen et qui va être décisif, du coup, pour cette finale. Hâte de voir qui va gagner. Ça se passe à Caen, donc l'équipe de Caen a l'avantage sur le terrain. Mais c'est vrai que Cholet vient de gagner et les 2 équipes sont sur une très bonne lancée. En tout cas en termes de résultat de finale. Donc c'est pas gagné d'avance. Je pense que ça va être un match très tendu qui va se jouer jusqu'à la dernière minute et qui va être assez agressif. En tout cas, j'espère que ça va se jouer comme ça, parce que si on regarde la division 2, le dernier match de finale, lui, il a été sans appel. Valence a gagné 9 contre 2 contre Montpellier. Ce dernier match, il est assez dur, je pense, pour l'équipe de Montpellier à vivre. Ils devaient être, je pense, fatigués ou pas du tout dans le match. Mais c'est du coup les Lynx de Valence qui ont gagné cette Division 2 et qui vont être promus en Division 1 dans une série de 3-1. Donc Montpellier a quand même pas démérité sa 2e place, mais c'est vrai que ce dernier match, il a été fatal pour Montpellier et du coup a permis à Valence de gagner la Division 2. Maintenant en Élite A, donc équipe féminine, les actualités récentes, les Jets d'Évry-Ivry ont été sacrées championnes de France. C'est la 2e fois de suite parce qu'elles avaient déjà gagné l'année prochaine. Et franchement, c'est une belle histoire et j'espère qu'elle va se continuer et que l'année d'après, elles vont gagner pour faire un triplé. Et en Élite B, c'est les Lionnes de Lyon qui ont été sacrées championnes. Je vous avoue que pour les structures de compétition d'équipe féminine, je m'y connais pas assez, donc il va falloir que je creuse un peu tout ça, tout ce qui est règles, formation et tout. Mais en tout cas, c'est beau de voir que partout en France, il y a des équipes qui gagnent. Maintenant, les autres actualités concernant le hockey sur glace en France, il y a une actualité qui est quand même assez importante et qu'il va falloir suivre. C'est notamment de savoir où se dérouleront les jeux de hockey sur glace pendant les JO de 2030 en France. Et ça, c'est une question qui revient en ce moment parce que il y a quelques jours, je crois que c'était même hier,
Paris qui postule pour accueillir le hockey sur glace pendant ces JO de 2030. C'est pas Paris, la ville en elle-même, qui a postulé. En fait, c'est une société qui exploite du coup l'Accor Hotel Arena et l'Adidas Arena et qui s'appelle Paris Entertainment Company qui a officiellement posé sa candidature. Et c'est pas dans n'importe quel contexte parce que de base l'idée c'était d'organiser ces jeux de hockey sur glace à Nice, donc pas si loin que ça des Alpes non plus, en tout cas comparé à Paris, ça c'est sûr. Et le hockey sur glace était censé trouver sa place au stade de foot de l'Alliance Riviera. Le problème, c'est qu'il y a un nouveau maire qui a été élu à Nice, qui s'appelle Éric Ciotti, qui, de ce que j'ai pu lire, s'oppose notamment à ce que le hockey sur glace se joue dans ce stade-là, parce que ça voudrait dire que le club de foot de Nice, il n'aurait plus son stade de foot pour s'entraîner, pour jouer, non seulement pendant les JO, mais aussi avant, pour préparer l'infrastructure, préparer tout le stade aux normes des JO et rien qu'au sport du hockey sur glace, et aussi après, le temps de tout démonter, de tout refaire. Bon, ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Du coup, même s'il y a d'autres solutions qui sont cherchées en ce moment à Nice pour éviter que le hockey sur glace se déplace dans une autre ville, parce que ça reste quand même quelque chose de très attractif, c'est en assez mal posture, et du coup c'est pour ça que Paris postule, pour essayer du coup de récupérer le hockey sur glace. Après avoir, parce que même si Paris c'est le centre et l'épicentre de la France, c'est accessible pour beaucoup de supporters, pour beaucoup de joueurs et d'équipes. Ça reste dommage que tout se passe à Paris, surtout qu'en plus il y a eu les JO d'été il n'y a pas longtemps, donc à voir quelle est la meilleure solution et comment ils arrivent à se mettre d'accord, ça c'est sûr. Maintenant, une fois qu'on a parlé du hockey en France, du hockey au niveau plus international, c'est inévitable, on va devoir parler de NHL, oui, surtout qu'en plus cette semaine a commencé. On commençait les playoffs de NHL. Et je peux vous dire qu'il y en a des choses à dire. Il y en a parce qu'il y a des beaux matchs. Et c'est des matchs qui méritent d'être vus et qui méritent qu'on en parle. On va faire une sorte de point de vue assez rapide sur, du coup, le bracket de ces playoffs. Je m'y connais pas forcément pour toutes les équipes. Donc il y a des équipes dont j'ai plus parlé que d'autres, ça c'est sûr. La conférence Ouest, on a comme première rencontre les Avalanches de Colorado contre les LA Kings. Et c'est un match qui est pas facile. Parce que Colorado mène 3-0 dans la série contre LA. LA qui est pas en bonne posture pour gagner parce que, si vous savez pas, mais en NHL ça se joue en 4, dans une série de 4. Donc il suffit que Colorado, les Avalanches, gagnent leur prochain match et c'est fini pour Los Angeles. Ce qui serait quand même assez triste. Après, je peux pas regarder tous les matchs non plus qui se passent, mais j'ai regardé les highlights et les faits saillants qu'on peut retrouver du coup à chaque fois après le match sur le site sur la chaîne YouTube de la NHL. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, les LA Kings se battent pas aussi bien que ce qu'ils ont pu faire pendant leur saison régulière, donc c'est un peu dommage. Donc je pense que c'est les Avalanches qui vont passer. Après, les pronostics sont vraiment pas fiables. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être contre n'importe qui, le deuxième round. Que ce soit les Avalanches ou les LA Kings qui passent. Parce que après, on a les Dallas Stars et les Minnesota Wild. Et là, ça se bat. Là, on peut pas dire qu'il y en a un qui devance vraiment l'autre. Après, est-ce que je dis ça parce que j'aime beaucoup l'équipe de Minnesota ? Oui. Ça, c'est sûr. Je suis biaisée sur ce point-là. Pour l'instant, du coup, c'est Dallas qui mène dans la série 2-1 contre Minnesota. Mais ça se bat. Ça joue bien. Il y a beaucoup de ferveur, beaucoup d'agressivité. Et pour l'instant, je peux pas prévoir qui va passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2 prochains matchs vont être extrêmement décisifs. Surtout que là, en plus, on est au début des playoffs, même s'il y a beaucoup de matchs qui passent par semaine. Au début, on se jauge un peu, on se teste. Et après, il y a la fatigue qui arrive, inévitablement, ça c'est sûr.
Ensuite, on a les Mammouths contre les Golden Knights. Et c'est très serré. C'est très serré au même titre que les Oilers contre les Ducks. Il y a dans les deux rencontres un partout pour les séries. C'est extrêmement serré. Il y a beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies qui sont en train d'être mises en place. Il y a beaucoup de spéculations autour de qui on veut voir jouer, qui sera le plus effectif. Ça se jauge beaucoup en ce moment, surtout. Mais ce qui est marquant, et ce qui n'est pas juste propre à ces deux rencontres-là, c'est que ça joue beaucoup aussi en overtime. Donc c'est pas seulement les 60 minutes réglementaires de base qui sont décisives, mais c'est aussi les overtime qui arrivent après, surtout qu'en plus, que ce soit la NHL ou l'Allemagne, la Ligue nationale allemande et d'autres ligues à mon avis, autres que la France, parce que la France est quand même assez une exception dans ce domaine-là, il n'y a pas seulement un overtime et après, c'est tir au but. Ça se joue en plusieurs overtime. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, pour la Ligue allemande, ça c'est sûr. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de fatigue. Surtout que quand on y pense, ils n'ont pas qu'un seul match et une seule rencontre par semaine. Ça se joue plusieurs fois. Donc si on a plusieurs matchs avec plusieurs overtime à chaque fois, les derniers matchs, là, les 2-3 matchs qui arrivent, vont être décisifs pour toutes les équipes. Il y aura la fatigue, il y aura le fait qu'ils ont déjà rencontré plusieurs fois ces équipes, les joueurs, les tensions qui montent entre les joueurs eux-mêmes en plus des équipes. Non, franchement, c'est beau à voir. Et le round 2 va se mériter. Parce que là, on n'a que des beaux matchs. Et la conférence Est aussi, on a des beaux matchs. On a notamment les Sabres de Buffalo contre les Boston Bruins. 2-1 pour Buffalo. À voir ce que ça donne après. Maintenant, on a les Tampa Bay Lightning contre les Canadiens de Montréal. Ça aussi, c'est un match avec énormément de tension, énormément de suspense. Et évidemment, tout le monde des Canadiens de Montréal voulait que Montréal gagne en 4. Bon, un peu loupé parce que du coup, les Lightning gagnaient le dernier match en overtime aussi. Ça se joue beaucoup en overtime, comme je vous l'ai dit. Surtout que j'écoute pas mal de podcasts et d'émissions par rapport aux Canadiens de Montréal parce que j'aime beaucoup cette équipe. Et dans l'épisode 39 du coup de La Poche Bleue, qui du coup était une section où ils parlaient des stats et ils essayaient de comparer les chiffres des deux équipes pour essayer de voir comment expliquer les derniers matchs ou comment essayer de prédire ce qui va se passer dans les matchs d'après et tout et tout. Il y a notamment une stat qui m'a fait quand même sursauter. C'est quand on compare l'expérience en série des deux équipes, donc des Canadiens de Montréal et des Lightning de Tampa Bay. Quand on accumule le nombre de matchs joués en série par les joueurs des Canadiens, on arrive à 446. Alors que quand on compare et quand on accumule les chiffres des matchs joués en série des joueurs du Lightning, on est à 1509. C'est quand même plus du double. Alors ça reste des chiffres, donc il faut quand même les prendre avec des pincettes, mais c'est quand même affolant de voir la différence d'expérience en série. Et franchement, ça s'explique énormément par le fait que les Canadiens de Montréal, ça reste une jeune équipe. Ça reste une équipe qui continue de se former continuellement, et même au niveau de la moyenne d'âge, elle est jeune. Comparé du coup au Lightning, où on a beaucoup de figures, plus de vétérans, des joueurs qui ont déjà beaucoup joué en série, qui ont du coup l'expérience en série et l'expérience tout court en NHL. À voir comment ça se déroule. Moi, j'aimerais beaucoup voir les Canadiens de Montréal gagner. Mais franchement, ce premier match de play-off et de série est vraiment, vraiment pas facile. Et il va vraiment se mériter. Et du coup, dans la deuxième section de ce bracket conférence Est, on a les Sénateurs d'Ottawa contre les Hurricanes. Et là, c'est dur. C'est dur aussi pour les Penguins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphia. Dans les deux cas, il y a une série à 3-0.
Donc, dans le cas des Sénateurs contre Hurricanes, c'est les Hurricanes qui mènent 3-0 dans leur série. Et les Flyers mènent 3-0 aussi contre les Pingouins de Pittsburgh. C'est assez dur à voir, surtout qu'en plus, dans le cas de Pittsburgh et Philadelphie, c'est un derby de Pennsylvanie. Donc, c'est dur à voir quand une équipe est autant menée. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des matchs qui sont beaux. Parce qu'il y a de la bataille. Il y a de la bataille, il y a de la volonté, il y a de l'agressivité aussi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu plus prévisible. Mais ça reste des matchs qui sont beaux à voir. Donc, dans tous les cas, l'équipe qui passe, elle aura mérité de passer. Et le match qui sera en round 2 sera aussi très beau à voir. Maintenant qu'on a parlé de la NHL et qu'on a, si ce n'est décrypté, au moins essayé d'observer les différents résultats qui changent à peu près tous les jours parce qu'il y a vraiment des matchs tous les jours en NHL, c'est assez impressionnant. Ce soir est aussi un grand jour pour la Ligue nationale allemande dont j'aimerais parler parce que c'est le premier match de la finale qui va voir affronter Berlin contre Mannheim. Et il y a de la tension. Il y a beaucoup de ferveur aussi en Allemagne. Le hockey sur glace est extrêmement bien suivi et médiatisé, j'ai l'impression, en tout cas beaucoup plus qu'en France, ça c'est sûr. Et ce premier match qui aura lieu à Mannheim, il va être assez décisif parce que personnellement, je vois Berlin avoir du mal dans cette compétition, ça c'est sûr, ça va pas être facile pour l'équipe de Berlin. Surtout que si on parle, avant de parler de la finale, des demi-finales, ça a été plus dur pour l'équipe de Berlin parce que Mannheim s'est qualifié en finale contre, du coup, Munich dans une série 4-1. Leur dernier match de demi-finale était le 17 avril. Donc ils ont eu un peu le temps de se reposer quand même. Alors que Berlin-Cologne, cette demi-finale a été plus longue. Il y a eu un match de plus. Berlin a réussi à s'imposer dans une série 4-2 contre Cologne. À ma plus grande tristesse, évidemment, parce que j'étais pour Cologne. Mais ça veut dire que leur dernier match était le 20 avril. Ils arrivent fatigués. Fatigués physiquement, ça c'est sûr. Mais aussi mentalement, parce que pour y avoir été sur place, c'était très agressif, physiquement et mentalement comme demi-finale. Mannheim-Munich aussi. Mais c'est vrai que là, Berlin-Cologne, en plus, il y avait énormément d'agressivité parce que c'était tout simplement l'affiche de finale l'année dernière de la Ligue nationale allemande. Donc là, on avait un peu une affiche de finale en demi-finale. Ce qui fait que l'équipe de Berlin aura plus de mal, je pense, en tout cas au début. Ou en tout cas, il va falloir qu'ils rentrent directement dans la finale, parce que sinon, ça va être trop dur après de rattraper. Ce qui, du coup, joue en leur défaveur, c'est que le premier match aura lieu à Mannheim. Surtout que si on regarde les chiffres, même si les chiffres ne disent pas tout, dans la newsletter du coup, des Aigles de Mannheim, il y a quand même noté que Mannheim, dans son histoire, a été 10 fois en finale de Ligue nationale allemande. Et à l'issue de ces 10 fois en finale, a gagné 7 fois. 7 fois sur 10. Le ratio est vraiment, vraiment très bien. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une sorte de pression sur Berlin. Il va falloir qu'ils commencent fort, qu'ils se mettent directement dedans. Surtout qu'en plus, ils ont eu quelques petits blessés dans la demi-finale contre Cologne. Donc la finale sera hyper importante à suivre. Et je pense qu'on va avoir droit à de très beaux matchs. Mais malheureusement, l'équipe du coup, qui est reléguée de cette Ligue nationale, c'est l'équipe de Dresde qui était montée l'année dernière du coup de la division 2, donc de la Ligue allemande 2. Et ils n'ont pas fait long feu parce que je pense que c'est aussi propre à tous les sports. Quand on est en division 2 et qu'on monte en division 1, on a plus de visibilité, un peu plus de financement, c'est sûr. Mais c'est dur. C'est très dur de se battre contre des équipes qui sont là depuis, pour la plupart, plus de 50 ans et qui n'ont pas bougé. Donc franchement, Dresde s'est bien battu, mais la marche était trop haute, j'ai l'impression. Après, à voir si en division 2, ils arrivent à retrouver
une position et une domination dans le classement. Mais tant qu'à parler de la Division 2, c'est aussi bon de souligner qu'il y a aussi la finale de Division 2 qui a lieu en ce moment, qui va aussi commencer ce soir. Donc vraiment ce soir, il y a beaucoup de matchs qui se déroulent dans le monde du hockey sur glace. Et la finale de Division 2 va voir s'affronter Krefeld contre Kassel. J'ai écouté aussi quelques podcasts, quelques émissions. C'est assez serré dans les sondages, dans les pronostics, parce que c'est deux équipes qui ont très bien performé en saison régulière, notamment Krefeld qui a fini premier. Donc je pense qu'il y a un peu plus de favoris sur Krefeld, mais c'est pas gagné d'avance non plus, il va falloir se battre. Et franchement, hâte de voir quelle équipe va être promue en Division 1, parce que pour le coup, je trouve que les deux le méritent. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de la Ligue nationale allemande, j'ai oublié de l'évoquer, mais on va le faire maintenant, du coup, la PWHL, donc la Ligue nationale professionnelle féminine, qui est l'équivalent de la NHL, du coup, Canada et États-Unis. C'est bon à noter parce que là, on est sur la toute fin des sélections pour les séries, pour les playoffs qui vont avoir lieu. Et pour le coup, si vous ne savez pas en quoi consiste la PWHL, déjà, c'est 8 équipes. Il n'y a que 8 équipes, donc c'est assez facile à suivre parce que du coup, on n'est pas comme en NHL noyé sous le nom des équipes. Il y a tellement d'équipes, tellement de résultats, c'est dur à suivre. Là, il n'y en a que 8. Et on connaît déjà les 3 équipes sur 4 qui vont s'affronter en play-off. Sans surprise, première du classement, il n'y a pas de doute, c'est Montréal. Deuxième du classement qui a aussi extrêmement bien performé et qui était vraiment à 1 point, donc vraiment pas loin de Montréal, Boston. Et ensuite, il y a 10 points d'écart, mais après, franchement, de 3 à 8, les équipes se battent toutes à quelques points d'écart. On a les Minnesota qui ont réussi à se qualifier. Et maintenant, pour savoir quelle est la 4e équipe qui va se qualifier en play-off, ça se joue entre Ottawa et Toronto. C'est vraiment 2 ou 3 points d'écart à chaque fois, ça se joue à pas beaucoup. Donc hâte de voir qui va réussir à se qualifier pour les play-offs. En tout cas, les 3 équipes qui ont été éliminées de la course aux play-offs, on a New York, Vancouver et Seattle, qui ont toutes plus ou moins bien performé, qui sont pas forcément totalement détachées l'une de l'autre. Mais bon, elles font pas partie du top du classement et malheureusement, ça veut dire qu'elles n'ont pas été prises pour les play-offs. Donc hâte de voir ce que va donner cette course finale pour les séries. Et hâte de voir ensuite les séries parce que ça joue bien. Et même si c'est moins médiatisé que la NHL, ça vaut tout autant le détour d'être regardé et d'être apprécié parce qu'on a pareil des joueuses qui jouent extrêmement bien, on a des équipes qui performent extrêmement bien et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas autant de tension et de suspense qu'en NHL classique. Donc je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Surtout qu'en plus, généralement, il y a aussi une grosse ferveur du côté de la NHL et du côté des équipes féminines. Par exemple, Montréal, Boston, Minnesota. Pareil pour Ottawa, Toronto, New York, Vancouver et Seattle. Mais c'est vrai que pour les playoffs, c'est déjà des équipes qui en NHL sont en playoffs. Donc vraiment une ferveur hockey en ce moment qui ne trouve pas de limite. Et ça me va à ravir. On va faire un petit dernier détour du côté de la Suisse parce qu'on va pas parler de tout ce qui est Suède, Finlande, Norvège. Je m'y connais pas assez. Tout simplement, je m'y connais pas assez, j'arrive pas à suivre. Il y a la barrière de la langue, évidemment. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est bon, juste rapidement, à signaler pour la Suisse, Ligue nationale suisse, la finale en ce moment qui se joue aussi. Vraiment, le mois d'avril, c'est un mois qui est extrêmement chargé niveau actualité. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce petit podcast, cette émission. C'est pour essayer de regrouper les informations parce qu'il se passe énormément de choses et c'est parfois très dur à suivre. Mais pour la Suisse, on voit s'affronter Davos contre Fribourg-Gotteron ou Gotteron. J'avoue que niveau prononciation, je suis complètement larguée. Mais Fribourg est en train de mener
dans une série 2-1 contre Davos. Ces deux équipes sont dans tous les cas sélectionnées pour la compétition CHL 2026-2027. Mais c'est vrai que là, l'enjeu, c'est quand même de gagner la Ligue nationale suisse. À voir qui va réussir à soulever la coupe à la fin. Mais là aussi, c'est une série qui n'est pas gagnée d'avance. Ça joue bien et ça joue fort. Et franchement, c'est des équipes qui toutes les deux méritent de gagner. Donc à voir, la semaine prochaine, on va en parler. Qui va gagner la Ligue nationale suisse? Et de toute façon, la semaine prochaine, on va résumer les actus de la semaine. Donc merci d'avoir été jusque-là, merci d'avoir écouté. J'espère que, à défaut de vous apprendre énormément de choses, ça a pu au moins vous éclairer sur certains points ou vous donner envie de vous intéresser à certaines compétitions ou certains matchs. Parce que là, il y a beaucoup de matchs qui sont en train de se passer, mais il y en a aussi beaucoup qui vont arriver. Donc c'est pas fini. La saison n'est pas finie et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.